Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sous-groupes engendrés. Après avoir vu cette vidéo, vous aurez une maîtrise parfaite de la notion de sous-groupe engendré et aurez même une compréhension globale du chapitre sur les groupes. Dans cette vidéo, on regardera la définition de sous-groupe engendré, on appliquera cette définition à des exemples comme le sous-groupe symétrique, comme le groupe symétrique, et enfin, on aboutira au résultat fondamental des sous-groupes engendrés, autrement dit, leur expression explicite permettant de calculer le sous-groupe engendré à tous les coups. Pour regarder cette vidéo, peu de prérequis nécessaires, si ce n'est la définition de groupe, de sous-groupe. Beaucoup de rappels seront faits, même sur les exemples, groupe symétrique, etc. Ne vous inquiétez pas. On commence directement avec la notion donc de sous-groupe engendré, et on se donne G un groupe, et A une partie de G, et donc on va regarder le sous-groupe engendré par la partie A, que va noter crochet à crochet. Et donc, qu'est-ce que la définition de sous-groupe engendré par A? C'est le plus petit sous-groupe contenant A. Ok, le plus petit sous-groupe contenant A. Donc là, il va falloir décortiquer dans cette phrase, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le sous-groupe déjà. Donc on n'a que crochet A à crochet, c'est un sous-groupe de G déjà. Ensuite, contenant A, il vérifie la propriété donc que A est inclus donc dans ce sous-groupe engendré. Et enfin, le plus petit sous-groupe contenant A. Ça veut dire quoi le plus petit au sens, ça veut dire que c'est le plus petit au sens de l'inclusion. Donc autrement dit, si H est un sous-groupe contenant A, donc un sous-groupe de G tel que A inclus dans H, alors eh bien, ce sous-groupe engendré sera le plus petit, donc il sera inclus dedans. Donc tous les sous-groupes de G qui contiennent A, eh bien, ils contiennent tous le sous-groupe engendré. Autrement dit, dès qu'on a un sous-groupe de G qui contient A, eh bien, on a que le sous-groupe engendré est inclus dans un tel sous-groupe. C'est le plus petit. Donc, on va traiter quelques exemples pour essayer de voir à quoi ça peut ressembler dans des exemples simples. Par exemple, le sous-groupe engendré par le groupe trivial du neutre. Ça va être déjà un sous-groupe qui contient le neutre. Mais pourquoi pas tester le neutre? C'est bien un sous-groupe, le sous-groupe trivial. Il contient bien la partie A, en effet, c'est elle-même. Est-ce qu'on peut faire plus petit? Eh bien non, parce que plus petit, ça voudrait dire l'ensemble vide, et l'ensemble vide ne contient pas le neutre, donc n'est pas un sous-groupe. De même, on aurait le sous-groupe engendré par tout G entier. Eh bien ça va être tout G, parce qu'on veut que ce soit un sous-groupe, c'est le cas, et on veut qu'il contienne G. Et pour que une partie de G contienne G, bah, on ne peut avoir que G lui-même. On ne peut pas faire plus petit là non plus. On va voir désormais un exemple avec le groupe R muni de l'addition et la partie singleton 1. Donc là, on va tracer notre droite des réels et on va essayer de calculer le sous-groupe engendré par le singleton 1 qu'on peut noter par abus crochet 1 crochet où on enlève en gros les parenthèses du singleton pour moins de lourdeur. Donc on va essayer de voir quels éléments sont dans cet ensemble. Donc on a d'abord, c'est un sous-groupe de R, donc il doit contenir l'élément neutre de R, c'est 0. Ensuite, il doit contenir la partie A, donc tous les éléments de A. Il n'y en a que 1 dedans, donc il doit contenir 1. OK. Et après, on regarde notre propriété de sous-groupe. On a un x, y appartiennent au sous-groupe. On veut que x plus y appartiennent au sous-groupe. Donc on veut notamment que 0 plus 1 appartiennent au sous-groupe. Ah, 0 plus 1, ça fait 1. Bon, il est déjà dedans. Ah, 1 plus 1. 1 plus 1, ça peut être plus intéressant. Déjà, avec 1 plus 1, on a 2 qui doivent être dans le sous-groupe. OK. 1 plus 3. Oui, 1 plus 3, on a 3. OK. 3 plus 2, 2 plus... OK. On a vite compris qu'on allait devoir contenir tous les entiers dans ce sous-groupe. Tac, tac, tac. Tous les entiers naturels positifs. Et là, on pense à la dernière propriété du sous-groupe. On doit contenir l'inverse. Donc ici, l'opposé. Donc, on doit contenir tous les opposés de ce qu'il y a ici. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. etc. Hop, moins 5. Et donc, au final, on apparaît donc dans les négatifs. Tac, tac, tac. On obtient Z. Le sous-groupe engendré par 1, c'est Z.
on ne peut pas faire plus petit que ça. Et il y a des exemples de, justement, groupes qui contiennent, de sous-groupes de R qui contiennent 1. Par exemple, le sous-groupe des nombres rationnels, c'est un sous-groupe, il contient 1. Et bien on peut faire plus petit que ça, on peut faire Z. Et Z, c'est le plus petit qu'on peut faire. Par exemple, si on prend par exemple moins 3, 3, ok, ça contient 1, ok, ça contient le neutre, mais ça doit contenir aussi 3 plus 1, 4. On est forcément obligé de, à chaque fois, s'étendre pour contenir tout Z. Maintenant, on va traiter un exemple avec le groupe symétrique. Et on va essayer de considérer la partie à 2 éléments, 1, 2, 3 et 2, 3. Donc d'abord, je vais faire un bref rappel sur ce qu'est le groupe symétrique et je vais même vous présenter une interprétation géométrique de ce groupe qui va pouvoir permettre de faire les calculs de manière assez plaisante. Je rajoute quelques coloriages que j'ai oublié de faire et on est parti. Donc, qu'est-ce que le groupe symétrique d'ordre 3? C'est l'ensemble des applications bijectives de 1, 2, 3 dans 1, 2, 3. Donc en gros, on fait correspondre à 1, 2, 3, un et un unique élément de 1, 2, 3. Par exemple, l'application identité. f de 1 égale 1, f de 2 égale 2, f de 3 égale 3. On appelle les éléments de ce groupe les permutations. Et comment on note une permutation? Tout simplement, on la note avec 1, 2, 3 en haut, et ensuite f de 1, f de 2, f de 3 juste en dessous. Donc un élément classique, il envoie tout le monde sur lui-même. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple échanger 1 et 2. Ben ça, c'est une transposition. F de 1 égale 2, f de 2 égale 1, et on va laisser fixe 3. Il y a 3 possibilités de nombres pour rester fixe. On peut laisser fixe 3, 1 ou 2. Et donc là, ça nous fait déjà les 3 transpositions des permutations. Et enfin, les 2 derniers éléments de S3, le groupe symétrique d'ordre 3, ça va être ces 2 applications-là. Celle un peu qui fait tourner vers la gauche. Donc ici, regardez, 2, il va coulisser vers la gauche, 3, il va coulisser vers la gauche, 1, pareil, il va se retrouver de l'autre côté. F de 1 égale 2, F de 2 égale 3, F de 3 égale 1. Et là, coulisser vers la droite, F de 1 égale 3, F de 2 égale 1, F de 3 égale 2. Voilà, 1, 1, 2, 2 en diagonale. Et ce sont les seuls éléments, on ne peut pas faire autrement. La notation en cycle est très utilisée aussi. Donc ici, comment écrire ça de manière très condensée? C'est très très utile les cycles. Alors qu'est-ce que signifie ce cycle? Ça signifie que f de 1 égale 2, on note l'image de 1 à sa droite, et f de 2 égale 1. En gros, on revient au début du cycle, c'est pour ça que ça s'appelle un cycle, pour déterminer l'image de 2. À noter que ce n'est pas l'unique façon d'écrire ce cycle. On pourrait par exemple écrire ce cycle 2, 1. Voilà, ça donnerait exactement la même chose. On aurait bien f de 2 égale 1, f de 1 égale 2. Et à noter que justement dans l'écriture sous la forme de cycle, le 3 n'apparaît pas parce qu'il est laissé fixe. Et justement, on n'a pas besoin de le changer, donc on ne l'écrit pas. Donc ça, vous avez compris pour les 2 cycles. Et maintenant, on va voir, est-ce que ça convient ici? F de 1 égale 2, on a bien ça. F de 2 égale 3, on regarde l'image de 2 à sa droite, comme d'hab. F de 2 égale 3. Et ensuite, quand on est arrivé à la fin, pour regarder l'image de 3, on retourne au début du cycle. F de 3 égale 1. Et donc, on a bien exactement décrit notre permutation. Encore une fois, ce n'est pas unique. On peut, comme vous l'avez compris, par exemple, translater le cycle à droite. Donc, c'est-à-dire mettre 2 ici, 1 ici, 3 ici, ou vers la gauche, par exemple. C'est-à-dire 2, 3, 1. Et de la sorte, on n'a pas changé, en gros, l'ordre du cycle. On va toujours gauche-droite, gauche-droite. En gros, on le parcourt comme ça à chaque fois. Et du coup, vous aurez bien compris qu'en gros, l'ordre 1, 2, 3, en quelque sorte, reste inchangé. On aura toujours f de 1 égale 2, f de 2 égale 3, et après, on reviendra à chaque fois au début du cycle. Et donc, pour le dernier, je vous laisse vérifier, c'est exactement le même principe. Et donc, moi, j'aime bien décrire ce groupe de manière géométrique, comme les façons de laisser inchangé le triangle équilatéral de sommet, par exemple 1, 2, 3. Ou alors,
si vous êtes fan de voitures, la façon de laisser inchangé le logo d'une célèbre marque de voitures allemande qui fait penser aussi aux racines troisième de l'unité. Par exemple, la transformation qui ne change rien du tout. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, on a donc échangé 1 et 2, les transpositions entre 1 et 2. Donc là, on va faire une symétrie d'axe pi sur 3. Et on voit bien que le triangle équilatéral reste inchangé. Pareil, on peut faire les symétries pour laisser inchangé 1. Hop. Donc là, ça va être symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et ici, symétrie par rapport à l'axe 2 pi sur 3. En gros, hop. On prend 2 pi sur 3, hop. On change chaque. Et là, un peu plus compliqué à lire, ce qu'on va appeler les rotations. Donc là, on voit que l'opération pour passer de là à là, hop, eh bien c'est une rotation de 2 pi sur 3. On a pris le triangle, chouk, on a mis cette, en gros ce sommet sur ce sommet, cette arête sur cette arête, hop, chouk, on a fait comme ça. Du coup, 1 il se retrouve là, 2 il se retrouve là, 3 il se retrouve là. Et là, donc la rotation 2 pi sur 3, et là, rotation de moins 2 pi sur 3. Hop, on a tourné, F3, hop là, 2 là et 1 là. Et donc, pourquoi ça correspond exactement à cet élément-là? C'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas le lire comme, tiens, 1, il est envoyé sur 3, donc f de 1 égale 3. Ah mais non, f de 1 égale 2. Comment c'est possible? Il faut le lire comme, une fois qu'on a fait la rotation, on obtient ici f de 1. Où est-ce qu'on a envoyé 1 en faisant la rotation? Eh bien, on regarde, f de 1, il a été envoyé justement sur le sommet 2. Et on a bien f de 1 égale 2. Pareil, où est-ce qu'on a envoyé 2? On regarde où est f de 2. F de 2, il est là. Il est envoyé en position 3. F de 2 égale 3. Et pareil, f de 3, où est-ce qu'il a été envoyé? Hop, il est là, f de 3. Il a été envoyé en position 1. Et on a bien f de 3 égale 1. Et donc, on a parfaitement réussi à décrire géométriquement notre groupe des permutations. Et donc, vous allez voir, ça va donner des calculs assez ludiques, parce que sinon, c'est assez embêtant de faire tous les chiffres dans tous les sens pour calculer. Et donc, à l'aide de cette représentation de ce groupe, on va essayer de justement calculer ce sous-groupe engendré par les éléments 1, 2, 3 et 2, 3. Et donc, à noter que du coup, 2, 3, ça va être la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et 1, 2, 3, ça va être donc cette rotation d'axe d'angle 2 pi sur 3. Donc, on va essayer de déterminer, comme tout à l'heure, un peu avec Z, le sous-groupe engendré par A. Donc, dedans, comme on sait que c'est un sous-groupe, on veut qu'il y ait l'élément neutre. Donc, ici, l'élément neutre, ça va être identité. On veut ensuite que ce sous-groupe, il contienne A. Donc, il contienne tous les éléments de A. Donc, ici, il y a deux éléments à contenir. C'est 1, 2, 3 et 2, 3. OK? Et maintenant, comme tout à l'heure, on veut qu'il y ait les sommes qui se présentent. Donc ici, ce n'est pas des sommes, ce sont des compositions d'applications. Donc par exemple, on veut que l'élément 2, 3 composé par 1, 2, 3, il soit dans le groupe. Et donc là, au lieu de calculer f rongé de 1, f rongé de 2, f rongé de 3, etc., etc., on va utiliser justement notre représentation géométrique pour essayer de rendre ça un peu plus ludique. Donc, comment calculer le résultat de cette composition de manière géométrique? Eh bien, on va appliquer d'abord notre symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et ensuite, on va appliquer notre rotation d'angle 2 pi sur 3. Et on va voir qu'est-ce que ça donne comme transformation finale. On va essayer de l'identifier dans notre tableau. Et comme ça, on aura exactement déterminé notre résultat. Donc, on va partir de notre triangle 1, 2, 3. Et on va dire, à partir de notre triangle 1, 2, 3, j'obtiens quel triangle? Ah, et je pourrais identifier à quelle permutation ça correspond. Donc là, tout d'abord, on a dit symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Hop, on échange 3 et 2 et on laisse fixe 1. Et ensuite, rotation. On fait tout rotationner, comme on pourrait dire. On fait tout tourner d'angle 2 pi sur 3. Et hop, on est bon. Et on va remettre les couleurs. Comme ça, on est bon. Et on va ensuite...
me suis trompé. On va ensuite identifier à quelle justement permutation ça correspond, quelle transformation géométrique ça correspond sur notre table de référence. Quelle est la transformation qui met 1 ici, qui met 2 ici et qui met 3 ici? Bon, c'est assez facile. On voit que le 3 il est laissé fixe et que 1, 2, ils sont permutés. C'est exactement 3 laissés fixes, 1, 2 sont permutés. C'est exactement le 2 cycles, la transposition entre 1 et 2. Donc on a ce résultat que ça fait 1 et 1, 2. Donc il faut le rajouter au sous-groupe engendré. Oups, j'ai tout fait bouger. Maintenant, on veut aussi, par exemple, 2, 3, 1, 2, 3. On ne l'a pas déjà calculé? Eh non, a priori, on n'a pas f rongé égale 0 en f. Ça, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, on avait Z qui est un groupe commutatif. Parfois, il peut y avoir des groupes non commutatifs. Et la théorie des sous-groupes engendrés, a priori, ne se restreint pas aux groupes commutatifs. Donc on va voir justement si est-ce que ces deux éléments commutent. Donc là, on doit d'abord faire l'élément de droite. On doit faire justement, c'est comme si on faisait G rond F. On doit d'abord appliquer F. Donc on doit d'abord faire notre rotation d'angle 2π sur 3. 1, 2, 3, comme ça. Et ensuite, on doit faire notre symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Tac, tac, tac. Hop, on échange 1 et 2 et on laisse fixe 3. Et donc, on va aller venir voir à quoi ça correspond dans notre table des références. Donc là, on voit que 3, il est envoyé à cet endroit-là. 1, il est envoyé à cet endroit-là. Et 2 a l'air d'être laissé fixe. Et on voit que justement, ça va correspondre à notre symétrie, encore une fois, d'axe 2π sur 3. On est venu échanger, hop, 1 et 3, c'est exactement ce qu'on avait répertorié juste ici, hop, on laisse 2 fixes et on échange 1 et 3. Et donc on voit que là, le calcul de 2, 3 par 1, 2, 3, hop, bah, ça nous donne en fait la permutation qui permute 1 et 3. Donc en fait, ce groupe n'est pas commutatif. Et on a que le produit, par exemple, XY est différent de YX. Et on a en plus montré qu'il faut l'élément 1, 3 dans notre groupe. Et donc là, on commence à se dire, tiens, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être présents dans le groupe quand même. Ça a l'air de faire tout le groupe en fait. Et il nous manque un seul élément à vérifier qu'il est dedans, c'est 1, 3, 2. Et par exemple, on va faire 2 fois la rotation 1, 2, 3. On va faire la rotation 1, 2, 3 2 fois avec lui-même. Et on va essayer de voir ce que ça donne. 1, 2, 3, hop. On va tourner une fois de 2π sur 3. Et vous avez bien compris que si on tourne 2 fois de 2π sur 3, chaque, ça équivaut à tourner de 4π sur 3, ce qui est exactement équivalent de tourner de moins 2π sur 3. Hop. 1, 2, 3. Et donc là, on voit bien que la transformation finale, bah, ça a été de tourner de moins π sur 3. Hop, on a mis 1 là, 2 là et 3 là. C'est exactement ce qui est décrit dans notre opération ici. Hop, on a transformé ce triangle-là en ce triangle-là. C'est parfait. Donc, on peut en conclure qu'au final, ça, c'est exactement la permutation 1, 3, 2. Et donc, c'est l'unique élément qui nous restait. Hop, 1, 3, 2. Et on peut finalement conclure que, eh bien, on a mis tous les 6 éléments du groupe S3 dedans. Donc, on peut tout simplement dire que le sous-groupe engendré par A, ça va être tout S3. On dit aussi que A engendre S3. Voilà, voilà. Alors, ok, c'est très bien ce qu'on a fait jusque-là, mais on peut se poser une question légitime.
pourquoi le sous-groupe engendré existe toujours? Pourquoi on a donné une définition du sous-groupe engendré en fait? Est-ce qu'il y a des cas où il n'existerait pas, des groupes où il n'existerait pas? Est-ce qu'il est forcément unique? Est-ce que c'est le seul à vérifier cette propriété-là? Eh bien, on va voir tout ça maintenant. Donc là, a priori, j'ai un groupe et j'ai pris, j'ai oublié de le noter, H1, H2 et H3, 3 sous-groupes qui contiennent donc une partie A inclus dans G. Ok. Donc ça, et donc on va essayer de déterminer le sous-groupe engendré par la partie A. Et donc on doit déterminer le plus petit sous-groupe contenant A, sachant qu'il y a H1, H2, H3 qui contiennent A. Quel est le plus petit entre H1, H2 et H3? Au sens de l'inclusion. Mais là on se dit, ah mais il n'y en a aucun qui est inclus dans l'autre. Nous on veut justement que le sous-groupe engendré il soit inclus dans tous les sous-groupes contenant A. Donc notamment, on a H2 qui contient A, on voudrait H1, par exemple, si c'est le sous-groupe engendré, on voudrait qu'il soit inclus dans H2, ou H3 inclus. Donc en fait, il n'y aurait pas de sous-groupe engendré par A dans cet exemple. Eh bien si, en fait. Car il faut se rappeler et avoir en tête une propriété importante sur les sous-groupes, c'est que toute intersection de sous-groupe est un sous-groupe. De sous-groupe est un sous-groupe. Je vous laisse montrer cette propriété. C'est normalement assez simple avec la définition d'intersection et la définition de sous-groupe. Et donc, par exemple, ici, on aurait l'intersection de H1, H2 qui serait un sous-groupe. Donc, tout ce bazar-là. H1, H3, machin. Et au final, on regarde l'intersection de H1, H2, H3. Et on aurait en fait cette partie-là. Ce serait ça, en fait, notre sous-groupe engendré par A. Ce serait l'intersection de tous ces sous-groupes. On ne pourrait pas trouver plus petit que ça. Et on va montrer ça maintenant avec cette expression explicite. Si HI, I appartenant à I, voilà, c'est l'ensemble des sous-groupes de G, alors le sous-groupe engendré par A, c'est l'intersection de tous les HI qui contiennent A. Donc, tel que pour tout I, dans I, A est inclus dans HI. Alors donc, on va montrer pourquoi cette égalité est vraie. On va montrer que ça, c'est bien le sous-groupe engendré par A. Donc, on a 3 propriétés à vérifier. On doit montrer que A est un sous-groupe de G, hop, que la partie A est incluse dedans, et que la propriété justement que c'est le plus petit, que si H est un sous-groupe contenant A, alors le sous-groupe engendré contient H. Donc, on va tout simplement montrer le premier point. Donc, on a que justement cette intersection qu'on va noter, par exemple, je sais pas, on va la noter M. On va la noter M est un sous-groupe en tant qu'intersection de sous-groupe. Justement, la propriété que je vous ai demandé de montrer. Intersection de sous-groupe. Et ensuite, on va essayer de montrer que ce sous-groupe contient bien la partie A. Donc on va essayer de montrer que, justement, A est inclus dans M. Eh bien, si on prend X, un élément de A, voilà, on va essayer de montrer que X appartient à M. Donc on va essayer de montrer que c'est dans cette intersection. Donc en gros, montrer que c'est dans l'intersection, ça veut dire, montrons que pour tout I appartenant à I, X appartient à HI. Donc on va prendre un I dans I. Et on veut montrer que X appartient à HI. Et pourquoi c'est vrai? Parce que, justement, dans cette intersection, on a pris que les éléments HI tels que A est inclus dans HI. Donc, justement, on a bien que... on a restreint cette intersection aux éléments qui contiennent justement la partie A. Donc, si on prend un élément X dans A, bah, il va être inclus justement dans... Enfin, il va appartenir à justement les HI qui contiennent A. Donc ça, c'est bon. Et enfin,
dernière propriété, il va falloir montrer que c'est justement le plus petit sous-groupe. Et donc, on va prendre H un sous-groupe de G tel qu'il contient A. Et on va essayer de montrer que justement M c'est le plus petit sous-groupe. Voilà. Donc on va prendre X justement qui est dans cette intersection des HI, où chaque HI est tel qu'il contient A. On va montrons que X appartient à H. Donc on a que, en gros, H, on peut l'écrire HI0 en fait. Il existe un indice I0 quelconque d'un grand I, tel que H peut s'écrire HI, parce que j'ai noté HI, l'ensemble des sous-groupes de G. Donc H en tant que sous-groupe de G, il peut s'écrire un HI0. I0 appartient à I tout simplement. Or, pour tout I dans I, X appartient à HI. Pour tout I dans I, tel que le HI vérifie A inclus dans HI. Mais sauf que notre H, ou HI0, il vérifie A inclus dans HI. Donc en particulier, pour I égale I0, eh bien X appartient à HI0. Ce qui conclut la démonstration de l'existence. Et enfin, on va essayer de montrer l'unicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux groupes qui peuvent vérifier cette propriété. Donc on va prendre par exemple M1, M2 qui vérifie les propriétés du sous-groupe engendré. C'est-à-dire ce sont des sous-groupes qui contiennent les deux A. Et si H sous-groupe tel que A inclus dans H, alors on a que M1 inclus dans H, M2 inclus dans H. Et justement, on va utiliser cette dernière propriété en prenant en cas particulier H égale M1 et H égale M2. Donc M1 et M2 sont des sous-groupes qui contiennent chacun A. Donc on peut appliquer la propriété en prenant H égale M1 par exemple. Donc on a M2 qui est inclus dans M1. Et pareil, on peut prendre H égale M2 cette fois-ci, puisque M2 justement est un sous-groupe qui contient A. Et bien alors on aura M1 inclus dans M2. Et du coup on a une double inclusion qui au final nous donne l'unicité. M1 égale M2. Voilà pour l'existence et l'unicité de ce groupe engendré. Et on va terminer la vidéo avec le résultat phare sur les sous-groupes, qui est leur expression générale explicite. Comment calculer un sous-groupe dans un cas général? Donc là, on a un gros ensemble, a priori pas évident. J'ai pris une notation sous la forme de produit pour le groupe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a la x1 puissance epsilon 1 fois x2 puissance epsilon 2, donc un produit jusqu'à xn puissance epsilon n, où n est un entier naturel, où pour tout i dans un n, les xi c'est des éléments de A, et où chaque epsilon i c'est soit 1, soit moins 1. Donc là, a priori, pas évident du tout. Et donc, on va essayer de montrer cette proposition. Donc, on va noter M justement l'ensemble des x1
epsilon 1, voilà. Pour pas avoir à l'écrire 30 fois. Comme ça, on lui aura donné un nom. Et l'objectif, ce sera de montrer que justement ce M sera égal au sous-groupe engendré par A. Donc, que M vérifie la définition qu'on lui a donnée en début de vidéo. Donc, il doit vérifier la définition qu'on a donnée en début de vidéo. C'est-à-dire qu'on doit vérifier que c'est un sous-groupe de G qui contient A et qui vérifie la propriété d'être le plus petit. Donc on va vérifier point par point pourquoi c'est vrai. Donc, alors, M est un sous-groupe de G. Donc là, a priori, il faut travailler un peu. Première propriété d'un sous-groupe, on veut que l'élément neutre appartienne à ce sous-groupe. Donc on veut que l'élément neutre s'écrive sous la forme d'un produit avec des xi dans A, machin, machin. Bien, il y a juste à prendre n égale 0. On a produit vide. Et le produit vide, ça va être le neutre. Et donc, voilà. On peut écrire sur la forme d'un produit, le produit vide. On peut écrire l'élément neutre sous la forme d'un produit, qui est le produit vide. Donc il appartient bien à M. Ensuite, si on prend x, y appartient à M, on veut montrer que le produit xy appartient à M. Donc, dire que x et y sont dans M, c'est qu'ils s'écrivent sous la forme des produits qu'on a cités ci-contre. Donc on va prendre par exemple x égale, voilà, comme écrit dans l'énoncé, x1, xn, epsilon n. Voilà, on va abréger. Xi appartient à A, epsilon i égale plus ou moins 1. Et pareil, y égale y1. Cette fois-ci, on va noter, je sais pas, un mu1. Cette fois-ci, a priori, c'est pas le même antinaturel. Donc ça va être par exemple un m cette fois-ci. Nu m. Et donc, pareil, les yi appartiennent à A. Et les nu i sont égaux à plus ou moins 1. Et donc on va calculer le produit. Xy, bah justement, ça va être égal à ce x1 eps1, xn epsen, y1 nu1, yn mu m, ym mu m. Donc c'est un produit de m plus n termes. Donc a priori, voilà, ah oui, j'avais oublié de préciser, m appartient à n et n appartient à n. Voilà. C'est un produit de m plus n termes où m, n sont des entiers, donc m plus n c'est un antinaturel aussi. Donc on vérifie cette propriété-là. Ensuite, pour tous les i, en gros, pour ceux qui sont là, c'est xi, ils appartiennent à A. Ici, c'est yi, ils appartiennent à A. Donc en gros, tous les éléments du produit, ils appartiennent à A. Et ensuite, tous les puissances, que ce soit les epsilon ou les mu, ce sont des éléments de plus ou moins 1. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, il reste l'inverse. Donc on va prendre pareil x égale x1 eps1, tac tac tac, xn epsen, n appartient à n. Donc xi appartient à A et epsi égale plus ou moins 1. Et on va essayer de montrer que son inverse est bien dans M. Donc, pour calculer l'inverse d'un produit, eh bien, on calcule chaque terme inversé. Et par contre, il faut changer l'ordre du produit, parce qu'on n'est a priori pas dans un groupe commutatif. Et donc, l'inverse de xn puissance epsilon n, c'est xn moins fois à la puissance moins epsilon n. Hop, on inverse, on obtient x1 à la puissance moins epsilon 1. Et on est bien de la forme requise, parce que c'est toujours un produit de n termes où n est un entier. Chaque xi appartient bien à A. Et ensuite, les epsilon i, c'est bien plus ou moins 1, parce que si c'était des 1, ils ont été changés en moins 1. Si c'était des moins 1, ils ont été changés en 1. Donc on est toujours, enfin les moins en gros, les moins epsilon i, c'est bien toujours plus ou moins 1. Donc ça c'est bon, on a bien montré que c'est un sous-groupe. Deuxième point, on doit montrer que la partie A est incluse dans M. Bah ça c'est assez rapide, parce que si on prend x appartient à A, et bien en fait x égale x puissance 1. Bah oui, on a réussi à écrire
un élément x comme un élément de m. On l'a écrit sous la forme d'un produit, comme ça, un produit de un terme, avec en puissance un epsilon qui s'écrit plus 1. Et bien x à la puissance 1, c'est bien un produit qui permet de décrire x. Ensuite, on doit montrer la propriété finale. Et donc on va prendre soit H, un sous-groupe contenant A. Montrons que c'est M le plus petit que M inclus dans A. Alors, donc justement que M inclus dans H. Donc soit X appartient à M. Donc pareil, en gros X égale X1 epsilon 1 xn epsilon n, n appartient à n, xi appartient à A et epsi égale plus ou moins 1. Montrons que cet élément-là, il est bien dans H, un sous-groupe qui contient A. Donc a priori, H, il va contenir tous les xi. Hein, parce que il contient A. Et tous les xi sont dans A. Donc comme ils sont dans A, en particulier, ils sont dans H. Hein, ça veut dire, en gros, A inclus dans H. Donc tous les xi sont dans H. Xi, c'est un sous-groupe. Donc les xi puissance epsilon i, ils sont dans H aussi. Puisque soit c'est puissance 1, c'est bon, soit c'est puissance moins 1 et c'est l'inverse. Et un sous-groupe, il contient les inverses de chaque élément. Et ensuite, il doit contenir les produits de chaque élément. Donc au final, voilà, notre produit là, qui est juste là, il appartient à H. Et notre produit, c'est quoi exactement? C'est X. Donc X appartient à H. Et donc finalement, M vérifie exactement les mêmes propriétés du sous-groupe engendré, d'être un sous-groupe engendré. Et comme on a prouvé tout à l'heure que le sous-groupe engendré, il était unique, vérifier ses propriétés, c'est exactement caractériser le sous-groupe engendré. Donc on a bien montré que ce gros truc-là, c'est bien égal au sous-groupe engendré par A. En gros, hein, l'existence et l'unicité, c'est très important. Par exemple, ce groupe engendré comme A, c'est une même notation que, par exemple, f de x, tu vois. F de x, c'est l'image de x par la fonction f, et a priori, on veut qu'il n'y ait pas différents f de x possibles. On veut que l'image soit unique, et c'est pour ça qu'on peut assigner la notation f de x. Sinon, on aurait par exemple f de x égale f de x, enfin f de x différent de f de x pour deux mêmes x. Là, on a justement pris un A, et on lui a donné la notation sous-groupe engendré par A, et justement, on veut que cette notation elle soit unique. Et donc, en vérifiant les propriétés d'être le sous-groupe engendré par A, on a bien fini de montrer que cette égalité était vraie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu consolider vos connaissances sur les sous-groupes engendrés. Merci d'avoir regardé.